Salut tout le monde, bienvenue sur le Facebook Live de la Tribune. C'est une habitude qu'on a désormais pris tous les lundis en attendant le retour de la grande Tribune. Ce sera pour le 5 septembre. On va débriefer la 3e journée du championnat de Belgique en compagnie de Philippe Albert. Salut Philippe. Bonjour. Ça va bien? Est-ce qu'on a passé un bon week-end avant toute chose? Ça va très bien. Excellent week-end avec beaucoup de choses qui sont passées dans notre championnat. Oui, avec, comme d'habitude, vous avez aussi cette mission-là lorsqu'on vous convoque le lundi. Vous nous donnez le top et le flop du week-end. On commence par quoi? Le top? Le top, j'ai choisi la première mi-temps d'Anderlecht qui a été absolument extraordinaire et un joueur en particulier à 36 ans, il a montré, si besoin en était, toute l'étendue de son talent encore, Lior Refailov. Je l'ai trouvé absolument sensationnel dans ses mouvements, dans son attitude, sa mentalité, à l'origine de beaucoup de phases offensives. Son entente avec Amouzou sur le flanc gauche était absolument incroyable. Donc, chapeau à Refailov pour la première mi-temps qu'il a effectuée. Il a 36 ans, Lior Refailov, et on a l'impression qu'il montre l'exemple à tous les jeunes qui sont autour de lui, parce qu'il est là, il travaille. C'est vrai qu'en début de saison, on s'est posé la question de savoir s'il devait encore être titulaire ou pas, quel devait être son rôle, attaquant, numéro 10, plutôt numéro 8. Quand il fait un match comme hier, il est indispensable en fait. Il est indispensable dans cette équipe d'Anderlecht. Il a le jeu pour jouer à Anderlecht. Ça, tout le monde le sait. Mais ce qui m'impressionne surtout, c'est que il a eu un petit passage sur le banc il y a quelques semaines. Et apparemment, sa mentalité n'a pas changé. C'est un très très grand professionnel qui montre l'exemple, même quand il n'est pas titulaire. Et ça, c'est très important dans un noyau. Si vous avez des questions, vous les posez ici. Philippe Albert se fera un plaisir absolu d'y répondre. Philippe, on a parlé du top, on va parler du flop maintenant. Il y a plusieurs équipes qui ont sous-performé ce week-end en Pro League. C'est laquelle qui est votre flop du coup? J'ai hésité entre Charleroi et l'Union, mais l'Union à 3 jours d'un rendez-vous européen hyper important n'a pas répondu présent. Donc pour moi l'Union est mon flop ce week-end, alors que le week-end précédent ils avaient fait un excellent match contre Charleroi et que dire de ce match face aux Glasgow Rangers mardi soir. Donc voilà, il y a eu 3 changements par rapport à l'équipe de base. Je pense que Gerhardt a pris un peu trop de risques et puis jouer un FC Malines à domicile qui est un peu la bête noire de cette équipe de l'Union, hein. Je pense déjà battu l'année dernière. Donc c'est un déplacement très très difficile et voilà, à 3 jours d'un rendez-vous européen, c'est jamais évident. Malheureusement, ils n'ont pas répondu à l'attente. J'espère de tout mon cœur que demain ils se qualifieront. On l'espère aussi. Je vois déjà qu'il y a des premières questions qui arrivent. Vous les posez évidemment. Question de Mathieu qui nous pose une question sur le Standard. Il nous parle de Selim Amala qui aurait pu être l'un de vos tops dans ce week-end. Ouais. Selim Amala, c'est vrai que quand il est à son niveau et qu'il a envie, ça reste peut-être le meilleur joueur du Standard. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est marrant parce qu'il y a 15 jours, j'en avais déjà parlé de Selim. Déjà très important à ce moment-là, après le match nul face à Gand. Hier, il a de nouveau fait un tout gros match. Techniquement surtout, je pense qu'il s'est nettement amélioré par rapport à la saison dernière. Et alors au niveau de l'engagement physique, un travail absolument incroyable entre les lignes, alors que c'est normalement pour Tsimirot ou Raskin ce genre de travail. Donc j'ai hésité pour mon top entre Selim et Lior, mais la première mi-temps d'Anderlecht, franchement hier il fallait la mettre en valeur. C'est la raison pour laquelle j'avais choisi Refailov, mais c'est un tout grand malin en ce début de saison. Et je reste sur ma position d'il y a 15 jours. Le Standard doit absolument le conserver, sans quoi il va au-devant de fameux problèmes. On garde vos questions sous le coude en ce qui concerne les Diables Rouges. On voit qu'il y a déjà notamment des questions sur Dries Mertens. On parlera des Diables Rouges dans un deuxième temps. On va rester d'abord un petit peu sur la Pro League avec une nouvelle question qui nous vient sur le Sporting d'Anderlecht et notamment sur Fabio Silva. Qui prouve une fois de plus qu'il est vraiment le buteur qui était attendu à Anderlecht, et il marque encore un vrai but d'attaquant. Un vrai but d'attaquant, effectivement, mais il n'y a pas que ça. Il y a son travail également en décrochage, techniquement, physiquement, il est très costaud. Vous me direz, c'est logique. Wolverhampton a quand même payé 40 millions pour l'acquérir.
Il sait qu'il a quand même certaines qualités. Et hier, en première période, il, il- il s'adapte très facilement. Et lorsque les automatismes avec Esposito seront réels, c'est un duo qui peut faire oublier le duo Zirkzee-Kouamé. C'est un petit peu le problème, c'est que Esposito, c'est le joueur qu'on a peut-être le moins vu hier soir offensivement. Ouais, effectivement. Le tout est de savoir si Matsu va jouer chaque match avec ses deux attaquants. Moi, personnellement, à sa place, je le ferai. Il faut mettre la pression sur l'adversaire, surtout quand on s'appelle Anderlecht. Et ces deux joueurs peuvent faire des ravages dans les défenses adverses. Donc, voilà, c'est un bon début pour ces deux attaquants, pour Matsu aussi. Mais la route est longue parce que on peut, si on regarde un peu le classement, je pense qu'il y a une douzaine d'équipes qui sont sur 3 points, quoi. Donc ça va être une bagarre féroce jusqu'au bout. Alors, on a un petit message de la part de Oli, qu'on va prendre au premier degré, qui nous demande si le Standard est un possible candidat au top 4 pour cette saison. Non, au top 4, je pense pas. Je l'ai déjà dit. Des clubs comme Bruges, l'Antwerp, la Gantoise, Anderlecht. Et j'avais oublié Genk, qui est très présent aussi avec Wranken. Je crois que à moins de 3 ou 4 arrivées de haut vol, peut-être, mais je pense que s'ils sont dans le top 8, avec le matériel qu'il a sous la main, Deila aura déjà fait un travail énorme. Je rebondis ici parce que je vois une question de Thomas qui nous parle du club de Bruges. Un club qui patine un petit peu, 4 points sur 9. Vendredi, face à Zulte Waregem, c'était pas topissime. Thomas nous demande si vous pensez, Philippe, que Hoefken c'est déjà en danger. En danger, je ne pense pas, parce que on n'a pas l'habitude au club de Bruges de prendre des décisions rapides et radicales, au contraire de certains clubs. La direction est au courant du matériel qu'il a sous la main. Je pense que Bruges reste le favori numéro 1, même si l'Antwerp a fait grosse impression depuis le début du championnat. Donc voilà, non, je pense que on va attendre la Ligue des Champions. Le championnat précédent nous a montré que il fallait surtout être prêt entre janvier et mai. Donc voilà, s'il se plante en Ligue des Champions, là, il y aura quand même une pression énorme sur ses épaules et il risque de passer à la trappe en championnat. Voilà, le noyau, c'est le plus gros noyau de Belgique, le plus talentueux. Donc voilà, ça devrait revenir assez rapidement. 4 sur 9, bah ouais, il manque 3 points en fait aux Brugeois et c'est cette défaite à Eupen qui a fait très mal. Oui, avec le match contre Genk où à la mi-temps, dans leur match inaugural, s'il n'y a pas Mignolet, ça pouvait être une autre histoire aussi. Effectivement, ça pouvait être une autre histoire, mais Mignolet est en grande forme depuis plus de 8 mois. On parle même d'un transfert du côté de Naples, j'espère pour les supporters brugeois qu'il restera au club. Mais voilà, il fait son boulot. C'est vrai que défensivement, du côté de Bruges, il y a de quoi s'inquiéter. Pour le moment, il y a que Mata qui est au niveau. Je parle des 3 défenseurs centraux. On vient de parler de Mignolet. Donc, Mekele doit encore travailler énormément malgré son âge pour progresser au niveau technique et au niveau du positionnement. Et Ensoki est parti, donc ça c'est une bonne affaire financière pour Bruges. 12 millions. Et Otasowi, on a un peu vu vendredi de graves approximations qui ont failli coûter très très cher. Donc voilà, à ce niveau-là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Hoefken est un ancien défenseur, ça a lui aussi à trouver la parade. En milieu de terrain et au niveau offensif, je n'ai aucun souci avec le club de Bruges. Une fois qu'ils vont commencer à se trouver tous ces joueurs talentueux, ça va faire très mal. Mallory nous pose une question sur le début de saison de Charleroi. Qu'en pensez-vous? Question ouverte. Début de saison raté pour moi. Début de saison raté. Une première victoire au forceps lors de la journée inaugurale face à Eupen. Un match très très difficile à l'Union, notamment en première mi-temps, et cette défaite face à Ostende qui fait très mal. On me dira je sais, j'ai vu le match. Hubert sort 2 très grands arrêts en première période, mais voilà, c'est un bon gardien aussi qui grandit depuis qu'il est à Ostende. Il nous sort quelques arrêts par match, par week-end. Et quand vous faites preuve de manque de réalisme, si vous n'êtes pas prêt défensivement, eh bien l'équipe adverse en profite.
Et on en a eu l'exemple parfait avec Ostende du côté de Charleroi samedi. Une défaite qui fait très très mal parce que ni les joueurs ni le staff n'ont eu l'occasion d'aller saluer leurs supporters, n'ont pas osé. Les images étaient quand même criantes à ce niveau-là. Et c'est déjà un match coup près à Serein, samedi pour les Carolos, pour Steele, pour les joueurs et pour la direction. Parce que les supporters sont malgré tout assez clairvoyants à ce niveau-là. Voilà, ils ont perdu Nicholson. Bayo, en fin de saison, a éclaté en marquant plusieurs buts. Ça lui a valu un transfert du côté de Watford. Ouais, 6 millions d'euros presque. Donc voilà, mais financièrement, ce sont des affaires excellentes, mais sportivement, ce sont deux pertes énormes, quoi. C'est au niveau offensif, ce sont des mecs qui inscrivaient des buts facilement. Mehdi pensait avoir la solution avec Badji, qui est en manque criant de confiance depuis plus de 2 ans. Et Ben Boily est arrivé et physiquement n'est pas en ordre. Donc voilà, ce sont des points qui risquent de coûter cher en fin de saison. Alors que nous n'avons joué que 3 matchs. Donc il faut absolument gagner du côté de Serein. Mais attention, parce que le Serein de la deuxième mi-temps, je pense tactiquement on va jouer de cette façon-là et c'est autre chose que celui de la première mi-temps. Alors, on a une petite question de Mick qui va vous demander de vous mouiller un petit peu. Qui sera le meilleur buteur du championnat? Voilà, ça, c'est assez... c'est assez ouvert. Hein. C'est assez ouvert, c'est assez intéressant comme question. Je pense que Yudgla de Bruges me laisse bonne impression malgré les difficultés brugeoises. Donc voilà, Tissoudali malheureusement s'est blessé. Lui aussi aurait pu entrer en ligne de compte. Donc attention à Frey aussi qui est en super forme, qui joue pas nécessairement tous les matchs, notamment en Coupe d'Europe. Donc voilà, Onuachu sera présent s'il n'y a pas de transfert. Dessert c'est parti, donc Onuachu va jouer. Cette équipe de Genk, franchement, m'impressionne. Hein. Je les avais pas mis en contendant pour le top 4 et Vranken fait déjà un travail absolument incroyable. Donc, ouais, ça va se jouer entre Onuachu et Jutgla, je pense. Oli nous demande, on en a touché un tout petit mot, par rapport à Serein, ce qu'on en pense de cette équipe, qui est la dernière équipe à n'avoir pas encore marqué le moindre point dans une saison où on sait que ça va être compliqué parce qu'il va y avoir plus de descendants. Forcément, c'est tôt pour les condamner déjà, mais il faut constater que ça va pas aller super bien. Non, il va falloir des transferts. Une lueur d'espoir pour les supporters de Serein, c'est cette deuxième période hier à Anderlecht où ils auraient pu couler et ils ont relevé la tête avec un changement tactique de l'entraîneur qui est passé à un 3 arrière et qui a quand même joué avec 2 attaquants, quoi, Elisor et Marius. Donc voilà, même si Anderlecht a levé le pied, j'ai quand même vu de bonnes choses à ce niveau-là. Mais il va falloir prendre des points, il va falloir travailler, il va falloir transférer. Sans quoi, comme l'a dit Le Point, s'ils prennent pas minimum 4 points sur 6 dans les 2 prochains matchs, la saison va être très longue. Et là, je rejoins Christophe à ce niveau-là qui est très lucide. Didier nous signale quand même que l'arbitrage était meilleur ce week-end que lors des 2 premières journées de championnat. Si c'est mieux, tant mieux. On doit pouvoir le dire aussi. Et on avait une autre question sur Charleroi, une analyse où un supporter, on va retrouver son nom, c'est Benoît, qui nous disait qu'il était temps pour Mehdi de penser plus à son effectif qu'à son prochain stade. Question un peu provoque. Oui, mais voilà, depuis qu'il est arrivé, Mehdi fait un travail absolument incroyable. Ça, tout le monde est d'accord sur ce point. Le nouveau stade, c'est une bonne chose parce qu'il faut évoluer avec son temps. Mais c'est vrai que l'actualité, c'est le sportif. Et le Sporting de Charleroi ne peut pas se permettre une saison en demi-teinte à l'aube d'aller jouer dans un stade flambant neuf, quoi. Et puis ce stade flambant neuf, pour le remplir, il faut du spectacle. Et force est de constater qu'à l'heure actuelle, c'est pas nécessairement le cas. Donc, il y a pas mal de choses qui vont se passer là dans un futur relativement proche du côté de Charleroi, mais les supporters à court terme ne voient que les résultats sportifs et
Et à l'heure actuelle, c'est insuffisant. Émile nous demande si l'Antwerp est un candidat au titre après leur victoire. Il nous dit 4-0, mais c'était 4-2 contre OHL. Je sais que vous les avez déjà mis dans votre top 4 pour en tout cas participer au Champions Playoff. La suite, ça peut être le titre pour l'Antwerp. Pour moi, l'Antwerp est le concurrent principal du club de Bruges. Énormément d'argent dans ce club. Encore un transfert à 10 millions d'euros qui vient d'arriver. Jürgen Ekkelenkamp qui a snobé Bruges pour finalement se retrouver à l'Antwerp. Message envoyé. Là un aussi. Message envoyé évidemment par le président. Voilà, donc l'Antwerp la saison dernière était déjà difficile à jouer. Ici avec le transfert d'Alderweireld, ça stabilise plus ou moins un peu cette défense. Et avec un super gardien, un entrejeu absolument, un bon défenseur central, un entrejeu quand même assez performant, un Balikwisha qui va montrer de superbes choses cette saison-ci, et un attaquant qui peut marquer à chaque match. Comment vais-je dire, l'ambition est claire, c'est titiller le club de Bruges pour le titre de champion de Belgique, et je pense qu'à l'heure actuelle, l'Antwerp est le seul concurrent du club de Bruges pour moi. Un certain Marcel J nous signale aussi que l'arbitrage a été très bon ce week-end. Et oui, Marcel. On t'embrasse, Marcel. On t'embrasse, bien entendu. Et on le souligne. Alors, quel type de transfert pour renforcer le Standard? Ça, c'est Quentin qui nous demande. Il faut se renforcer dans toutes les lignes, comme on a déjà pu le lire? Je pense qu'au niveau défensif, il y a quand même de l'expérience. De Waal est revenu. Bon, il a eu beaucoup de difficultés à Genk. C'était déjà beaucoup mieux contre le cercle. À gauche, Lorsen est pas mal non plus. L'Aifis du Sen, c'est l'expérience. Bodard semble plus en confiance qu'en fin de saison dernière. Voilà, s'il perd Amala ou Raskin, là, au milieu de terrain, il faudra transférer, il n'y a rien à faire. Et je reste persuadé qu'il faut de la concurrence pour Renaud Aymon, parce que Renaud, à ce rythme-là, quand on voit sa débauche d'énergie sur le terrain, c'est impossible pour lui d'être frais aux abords de la surface ou dans la surface. Donc voilà, à ce niveau-là, je pense que trois transferts minimum permettraient au Standard de voir son ambition à la hausse. Alors, je vois que ça s'écharpe un petit peu concernant les pénaltys accordés au Standard. Les deux étaient corrects pour vous? À partir du moment où j'ai entendu que la règle avait changé pour le premier penalty, donc voilà, il faut l'accepter. C'était différent la saison dernière, je pense. Et Lopez donne un coup à Donum qui s'écroule assez bien, il faut le dire, mais voilà, la vidéo a fait son travail. Il y a coup, il y a contact. Donc à partir de ce moment-là, je pense que l'arbitre a pris la bonne décision. Le Standard avait eu de la chance contre Gand avec ce coup de démon. La sortie de Bodard, j'étais plus sceptique. Mais au décompte final, ça s'équilibre sur une saison, tout le monde le sait. Donc voilà, je pense que l'arbitre a bien été aidé par ses assistants, par la vidéo aussi, et à partir du moment où les pénaltys sont logiques, moi j'ai pas de problème à ce niveau-là. Arnaud et Gaëtan nous posent une question sur Francis Amouzou, qu'on annonce en partance, qui était peut-être en train de faire sa tournée d'adieu hier avec un doublé contre Serein. Faut-il le vendre maintenant? Et si oui, est-ce que le prix de 8 millions qu'on lui a collé sur la tête est un prix juste? Tout ça va dépendre de la direction d'Anderlecht. Voilà, au niveau financier, moi je ne suis pas impliqué là-dedans, donc je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur du club. On parle du départ de Sergio Gomez aussi, ça ferait quand même tout le flanc gauche. Là, il faudrait quand même un gros transfert pour pallier cela. Mais 8 millions pour Amouzou, ça fait 5 ans qu'il a fait ses débuts. Lors d'un match face à Eupen à domicile, il avait été le seul buteur de la rencontre. Ouais. Il lui a fallu du temps, mais voilà, au niveau de l'efficacité, fin de saison dernière et début de saison ici, il est quand même beaucoup plus performant. 8 millions,
Peut-être un peu à l'heure actuelle, voilà. Et puis après son match d'hier, ils peuvent monter entre 10 et 12, hein, sans problème. Oui, j'avais posé la question pour rigoler à Felice Mazou en lui demandant si... J'ai vu cette interview. Voilà, lui dit 16 Ouais, maintenant. mais bon, Felice, c'est normal, il prêche pour sa chapelle. Je pense qu'entre 10 et 12 millions, ce serait déjà un prix raisonnable pour Français, qui est jeune, qui peut encore progresser énormément. Donc pourquoi pas tenter une aventure du côté de Nice, hein, qui est un club ambitieux avec un entraîneur expérimenté comme Lucien Favre, qui est revenu au Bercail. Donc c'est peut-être le moment pour lui, pourquoi pas. En tout cas, voilà, moi j'ai vu aussi l'interview de Cana concernant son pote Amozou. Il lui veut que du bien, sûr. Qu'il soit heureux. Finalement, c'est ce que tout le monde souhaite à tout le monde. Et s'il peut faire un grand pas en avant au niveau sportif et au niveau financier, parce que ça, il faut pas non plus l'oublier, il aurait tort de s'en priver. Oui, dans une équipe avec notamment des vieux briscards sur leur tour, une espèce de mélange qui peut être sympathique. Hein. Voilà, qui peut être sympathique. Et comme je l'ai dit, un entraîneur qui a déjà fait ses preuves. Et pourquoi pas retrouver Nice dans le top 4 ou dans le top 5 français en fin de saison. Alors, on va provisoirement fermer le chapitre Pro League, sauf si on a encore des questions qui nous viennent. On va ouvrir le chapitre des Diables parce qu'il y a beaucoup de championnats qui ont repris pendant ce week-end-ci, notamment en Bundesliga, ça a joué, en Première Ligue aussi. Mais la grosse actualité, c'est quand même le transfert de Charles de Ketelaar, qui est arrivé à Milan, qui a marqué lors d'un match amical face à une équipe de Série C, qui a marqué un triplé. Charles de Ketelaar, il est attendu à Milan, ça c'est une certitude, et le fait qu'il ait un petit peu ce look de gendre idéal fait qu'on le compare déjà à un certain Kaka. C'est une grosse étiquette là qu'on lui colle quand même. J'aime pas les comparaisons. C'est très très difficile à juger. Charles de Ketelaar a son style. Techniquement, c'est très très doué. Physiquement, il est très solide aussi. Pour le bouger, il faut être très très costaud. Mais il y a une pression énorme sur ses épaules. Le Milan AC est un peu à la recherche de son passé glorieux, même s'ils ont été champions la saison dernière. Donc on va attendre énormément de lui dans le championnat et surtout en Ligue des Champions. Donc à 21 ans, c'est quelque chose de spécial là qui lui arrive. J'espère pour lui qu'il est bien entouré au niveau de sa famille, au niveau de ses agents, parce que des périodes difficiles, il va en connaître. Vous passez pas comme ça du jour au lendemain de star de notre championnat à superstar, puisque bon, 35 millions d'euros, il va falloir gérer, il va falloir assumer. Mais je pense qu'il a la tête bien sur les épaules, et j'ai l'impression que psychologiquement, il est prêt pour ce gros défi. Donc voilà, bonne chance à lui. Le fait qu'il ait privilégié et fait vraiment le forcing pour aller à Milan plutôt qu'à Leeds, il s'est mis un petit peu les dirigeants de Bruges à dos, il a montré son caractère. Est-ce que ça vous dérange ou pas? Non, justement, il a bien fait de tenir tête aux dirigeants. Leeds proposait 40 millions. S'il avait signé à Leeds, je pense pas qu'il aurait réussi. Et là, il aurait pris une gifle en plein visage, parce que Leeds, c'est pas un cran ou deux crans en dessous de clubs comme City, Liverpool, ou Tottenham ou Arsenal. C'est 4 ou 5 crans en dessous. Donc il a bien fait. Franchement, il a bien fait. Et je crois qu'il sera dans son élément à Milan, alors qu'à Leeds, il ne l'aurait pas été. On a eu énormément de questions. Vous continuez à nous les poser, hein, vos questions sur les Diables Rouges. On en a beaucoup concernant Dries Mertens, dont le transfert à Galatasaray est désormais officiel. Ça vous semble être une bonne porte de sortie par rapport à sa fin d'histoire à Naples? Est-ce que ça aurait été intéressant de le voir dans notre championnat, ou est-ce qu'il fait le bon choix en allant là-bas, en Turquie? L'avenir nous le dira. Il a marqué l'histoire de Naples, ça c'est une certitude. En revenant chez nous, je pense que cela lui aurait facilité la tâche concernant la Coupe du Monde et les Diables Rouges. Imaginons un instant qu'en Turquie, il arrive avec un retard au niveau de la condition, puisqu'il s'entraînait seul. En solo, oui, en solo, et en Belgique. Ce qui n'est pas non plus le meilleur à ce niveau-là.
Donc voilà, à lui à s'imposer à Galatasaray, à être titulaire toutes les semaines, à jouer, à performer pour finalement se retrouver au Qatar en novembre, quoi. Donc voilà. On a parlé de lui à l'Antwerp. S'il était arrivé à l'Antwerp, il était certain de jouer tous les matchs sous les yeux de Martinez aussi. Donc voilà, il n'a pas choisi l'option idéale, mais c'est un homme de défi et je pense qu'il peut réussir. Voilà, mais il a tout intérêt à réussir en tout cas au niveau de l'équipe nationale, je parle. On va aller en première ligue. Arnaud nous pose une question sur Albert Sambi Lokonga. Je pense que c'est l'occasion de parler de tous ces joueurs qui sont arrivés. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs qui sont arrivés et beaucoup de milieux de terrain, d'ailleurs, qui arrivent du côté de la première ligue. Roméo Lavia qui a commencé, Aurel Mangala qui est arrivé du côté de Nottingham Forest, Onana qu'on annonce à Everton. Et on va commencer d'abord par Albert Sambi. Est-ce que c'est enfin la saison, enfin ça reste que sa deuxième saison, est-ce qu'il peut briguer une place de titulaire à Arsenal cette saison? Après un bon début la saison dernière, en tant que titulaire, les résultats n'ont pas suivi et Arteta l'a écarté. Donc voilà, il a passé plusieurs mois sur le banc et il n'y a rien à faire au niveau du rythme. Des entrées au jeu de 10-15 minutes sont toujours très très embêtantes. Donc voilà, si dans les 4-5 semaines qui viennent, il n'y a pas de changement à son sujet, moi à sa place, franchement, je demanderais à être loué une saison et être titulaire à part entière pour avoir une chance de faire partie du noyau élargi des Diables. Les trois précédents que vous avez nommés sont dans des clubs de deuxième zone, hein. Donc là, ça va être très très difficile pour eux de convaincre Martinez de faire partie du noyau. Cela dit, Albert Sambi n'a jamais vraiment convaincu Martinez jusqu'ici. Son temps de jeu a toujours été très restreint quand il était sélectionné, ce qui n'a pas toujours été le cas non plus sur la dernière année. Donc effectivement, il faut qu'il parvienne à le convaincre et c'est en jouant que ça va arriver. C'est en se mettant en évidence qu'il parviendra à le convaincre. Et quand vous êtes ambitieux comme Sambi Lokonga l'est, à cet âge-là, il faut jouer, il n'y a rien à faire. Il faut jouer, même si vous êtes loué pendant une saison dans un club de moindre envergure, c'est mieux d'être titulaire et de jouer et de bien se sentir dans sa peau que de ronger son frein sur le banc. Il est beaucoup trop jeune pour ça. Le bon sens de Marcel Javot a fait une irruption dans les commentaires en nous disant Mertens, point d'interrogation, 4 millions pour une saison, 2 points. CQFD, voilà qui clôt le débat en ce qui concerne Dries Mertens. Ouais. On va parler d'Onana quand même maintenant, Amadou Onana. L'arrivée à Everton est imminente. On parle d'un montant de 40 millions d'euros. C'est vertigineux quand même pour un joueur qui a 20 ans, mais qui n'a pas encore une saison complète dans les jambes. À Lille, il n'était pas toujours titulaire. Non, il n'était pas toujours titulaire et pas mal de clubs depuis qu'il est professionnel. 4 clubs depuis 2020, 7 clubs depuis le début de sa carrière. Donc, voilà. Il a 20 ans. Ouais, il a 20 ans, donc il faut savoir se poser à un moment donné. Everton reste sur une saison catastrophique avec Lampard comme entraîneur. Début de saison difficile aussi avec une défaite face à Chelsea. Oui. Je vois pas Everton terminer dans le top 10 de la Première Ligue. Donc voilà, 40 millions et une pression énorme sur lui aussi. Les supporters vont attendre énormément de lui. Donc il a intérêt à être en forme et à se montrer performant dès le premier match. On va passer maintenant en défense du côté des Diables Rouges. Il y a eu la première de Arthur Théâtre notamment qui a inscrit un but contre son camp contre Rennes. Ouais. Ça arrive. C'était pas la soirée, même la journée des défenseurs belges en Ligue 1 puisque Faas a aussi marqué un but contre son camp. Mais on va d'abord commencer en parlant de Vertonghen et ça c'est peut-être un cas qui peut vous inquiéter, Philippe. Ouais, ça m'inquiète. Il a perdu sa place. Il a perdu sa place. Se retrouve sur le banc. Je pense que c'est un jeune Brésilien de 21 ans oui. Là, qui joue pour le moment. Donc voilà, il a évolué la saison dernière aux côtés d'Otamendi. C'était pas une saison terrible pour Benfica. Donc l'entraîneur a décidé de se passer de ses services pour le moment. Si c'est temporaire, ça va. Si c'est sur le long terme, là, ça va devenir très difficile pour lui. Oui, d'autant plus que c'est une grosse saison pour Benfica. Pour les Diables Rouges. C'est problématique. On a besoin d'avoir un Jan Vertonghen qui joue parce qu'il a encore une sacrée longueur d'avance sur toute la concurrence à son poste. Ouais, mais il faut qu'il soit en rythme. S'il joue pas pendant 4 mois,
Je suis désolé, c'est le recordman de sélection. Oui. Mais si vous allez à la Coupe du Monde avec des ambitions, il faut jouer avec des gars qui sont dans le rythme. On va pas parler des conditions météo au Qatar. Il va faire plus de 30 degrés. Si Vertonghen n'a pas 10 matchs dans les jambes, il tiendra pas le coup au niveau du rythme. Donc voilà, Alderweireld a déjà un peu perdu de sa vitesse aussi. Yann n'a jamais été le plus rapide. Au niveau de l'expérience et du placement, par contre, c'était parfait. Donc voilà, Boyata, apparemment, du côté du Hertha, ça va pas fort non plus. Peut pas non plus aller à la Coupe du Monde avec Fas, Théat et... Sans parler de Denayer qui est sans club, quoi. Là, au niveau défensif, dans l'axe, Martinez a du boulot et a des soucis. Hein. Il y a pas mal de soucis. Et est-ce qu'il y a une piste de solution à travers Axel Witsel qui a disputé l'ensemble de la préparation à l'Atlético Madrid en tant que défenseur central? Ouais, mais si vous le mettez en tant que défenseur central où il peut dépanner, vous le perdez en milieu de terrain. Okay. Et moi je suis partisan d'Axel en milieu de terrain ou en récupération de balles au niveau de son placement. Il n'a que ça en tête et ça permet aux joueurs offensifs de se concentrer sur leur job offensif. Donc Axel, pour moi, en milieu de terrain au niveau de l'équipe nationale, est indispensable. C'est sûr que personne n'a réussi à le déboulonner jusqu'ici, hein, Axel Witsel. Cédric qui nous dit Mertens a d'office sa place chez les Diables, même s'il n'a pas de rythme, et ça ne me rassure pas. C'est vrai que Martinez est plutôt du genre fidèle avec ses lieutenants historiques. Mertens, qui n'avait pas fait une bonne saison, a par exemple beaucoup joué à l'Euro. Est-ce que ce sera encore le cas ici au Qatar ? C'est difficile à répondre parce que... Quand vous atteignez un certain âge, moi j'en ai eu l'exemple avec moi-même. Dernière saison à Newcastle, j'ai pas énormément joué. Quand je suis revenu à Charleroi, il m'a quand même fallu 4 ou 5 semaines pour retrouver le rythme. Donc plus vous êtes âgé, plus vous devez jouer. Et si ces joueurs ne sont pas titulaires, quel que soit leur passé, leur palmarès, la Coupe du Monde, c'est le moment où il faut être prêt. Donc voilà, moi je n'oublierai jamais ce que tous ces joueurs ont fait pour notre pays et pour l'équipe nationale. Mais si on veut être performant en Coupe du Monde, il va falloir jouer avec notre meilleur 11. À l'instant T. À l'instant T, exactement. Scal qui nous dit on sera trop court défensivement, encore plus avec un 3 arrière. Alors bon, pour la tactique, on va peut-être pas évoquer ça maintenant, mais les inquiétudes, elles sont là. Vous avez parlé de Denayer, on a déjà parlé d'autres cas aussi. Il y a celui de Boyata qui peut quand même nous inquiéter. Boyata qui ne joue pas avec le Hertha Berlin qui a commencé sa saison par un derby contre l'Union. Avec les dirigeants du Hertha Berlin qui ont clairement dit Boyata ne nous est plus d'aucune utilité. Problème, encore. Problème, parce que Boyata, voilà, on parle de Boyata. Et Denayer est sans club aussi, donc voilà, Vertonghen ne joue pas. Franchement, j'aimerais pas être à la place de Martinez pour le moment. Va falloir faire des choix et des choix forts si ces joueurs-là ne trouvent pas une solution les concernant. Alors David, supporter de Charleroi, nous demande ce que vous pensez du début de saison des Carolo. On vous invite à revenir au début de la vidéo parce qu'on a déjà évoqué tout ça. On va rester chez les Diables et en défense avec Yves qui nous pose une question sur Zinho Van Heusden. Est-ce qu'il peut encore rentrer dans la peinture s'il devient titulaire à la Z Alkmaar? Il a donc été prêté encore par l'Inter Milan. Ouais, mais après 2 graves blessures comme il a eu, il faut énormément de temps pour revenir à 100%. Donc je pense que pour la Coupe du Monde pour Zinho, c'est trop tôt. Denayer va signer au Torino, nous dit Vincenzo, qui est donc manifestement bien informé. Martinez va-t-il prendre De Bast, nous demande Florian. Est-ce que c'est encore un petit peu tôt pour Zeno De Bast, qui est titulaire depuis le début de la saison, au poste de défenseur central droit, qui est talentueux, mais qui est jeune? Oui, mais quand vous êtes jeune et que vous avez du talent, c'est pas grave. À l'heure actuelle, non. Mais s'il est titulaire chaque semaine dans le 11 de Felice et qu'il est performant et que l'avenir de Vertonghen, de Neuer ou Boyata s'assombrit de plus en plus, il faudra le prendre en considération.
Si ces 3 joueurs-là trouvent une solution, non, c'est trop tôt. Ce sera l'après Qatar pour De Bast. Mais en tout cas, qui continue à jouer à un bon niveau, à progresser, et pour moi, c'est un futur Diable Rouge, ça c'est certain. Gaëtan nous dit De Bast à la place de Vertonghen, ce sera peut-être plutôt à une autre place dans le 3 arrière. On va terminer par 2 autres Diables Rouges aux fortunes diverses, mais qui sont des grands amis dans la vie. Christian Benteke et Eden Hazard. Commençons d'abord par Christian Benteke qui a donc décidé de quitter le football du vieux continent pour découvrir la MLS, qui est un continent, un pays surtout qu'il adore. Est-ce que c'est le bon timing maintenant pour Christian de le faire ? Je pense que c'est le bon timing, effectivement, après autant de saisons en Angleterre. Faut respecter son choix. Moi, je le respecte en tout cas. Maintenant, ça va peut-être lui coûter la Coupe du Monde. Tout va dépendre de Martinez. S'il décide de partir avec 2 ou 3 ou pourquoi pas 4 attaquants, mais bon, ça m'étonnerait énormément, ça m'étonnerait fort, pardon. Donc voilà, il a choisi un nouveau défi et je lui souhaite bonne chance parce qu'il a quand même galéré pendant sa carrière. Il a malgré tout été buteur dans tous les clubs où il est passé, victime d'une grave blessure aussi, qui lui a fait perdre un grand tournoi. Il est passé à côté d'une Coupe du Monde. Donc voilà, il a décidé de tenter l'aventure américaine et moi je lui souhaite bonne chance. Particularité, Christian Benteke qui a disputé les Euros mais qui n'a pas disputé les Coupes du Monde. Petit crochet, puisque Michy Batshuayi est également aussi pour le moment en Première Ligue. J'ai l'impression que c'est une ritournelle qu'on a chaque année, où on aimerait tous que Michy aille dans un club où il est titulaire régulier, où il marque et où il se met en vue. Chaque fois, il y a ce retour à la case départ à Chelsea. Ouais, retour à la case départ à Chelsea où il n'est pas en odeur de sainteté. Énormément de prêts au cours des dernières années aussi. Donc, Michy, on l'a déjà dit, il doit se poser, jouer, marquer. Et à partir de ce moment-là, ce sera la doublure de Lukaku. S'il ne joue pas, c'est aussi un point d'interrogation dans la sélection de Martinez. Oui, avec un Divock Origi qui pourrait peut-être en profiter, lui qui est relativement bas dans, disons, la hiérarchie de Roberto Martinez. S'il joue régulièrement avec le champion d'Italie qui joue en Ligue des Champions, ça peut peut-être rebattre des cartes pour lui, mais il faut qu'il joue. Ouais, mais il faut qu'il joue en 9 alors. Ouais. Pour être la doublure de Lukaku ou troisième choix derrière Lukaku Batshuayi, il doit jouer en 9. S'il joue sur les flancs, pour moi, ce sera difficile de faire partie du noyau pour la Coupe du Monde. Allez, une petite question rapide de Mathias Lejeune. Est-ce que Meunier doit aller au Barça ? Vous avez vu cette petite rumeur ? Ouais, j'ai vu cette rumeur et ce serait une expérience extraordinaire pour Thomas. Voilà, il a un jeu pour s'adapter partout. Physiquement, c'est un véritable athlète. Il était bien au niveau ici contre Leverkusen pour le premier match. Et c'est un joueur qui n'arrête pas de progresser depuis ses débuts. Donc voilà, comme on dit, on refuse pas le Barça. Openda pour remplacer Benteke à la Coupe du Monde. Loïs Openda qui a été sélectionné lors des matchs du mois de juin. Il n'a pas marqué ici pour son premier match officiel avec Lens, mais qui a laissé apparemment une belle impression à ceux qui ont suivi le club. Ouais. Est-ce que c'est une solution ? Ça peut devenir une solution s'il est performant avec Lens, s'il est titulaire chaque semaine. Là, on va vraiment voir ce qu'il a dans le ventre. Championnat français, quand même beaucoup plus relevé pour moi que le championnat hollandais, où c'est beaucoup plus naïf. On laisse de l'espace derrière. Donc là, Loïs Openda était dans son élément. S'il parvient à être aussi fort en championnat de France avec Lens et réaliser un très bon début de saison, pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Mais tout va dépendre de Batshuayi finalement et de Benteke. Si Michy trouve un club et qu'il empile les buts chaque semaine, il sera du voyage obligatoirement. Idem peut-être pour Christian. Je rebondis avec ça. Michy, même quand il ne joue pas, dans l'esprit de Martinez, on comprend quand même bien que c'est le deuxième choix, non ? Oui, mais imaginons un instant qu'il arrive quelque chose de grave à Romelu et que Michy n'est pas physiquement en ordre et que ça foire. Ça ferait quand même tâche, quoi. Vous savez quoi, on a un bon numéro 9 en stock là, qui a disputé toute la préparation en faux numéro 9. Vous voyez de qui je veux parler ? Certain Eden Hazard, paraît-il, pourrait trouver un nouvel épanouissement cette saison au Real Madrid en tant que remplaçant de Karim Benzema. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut en penser, mon cher Philippe ? Non, tout le monde adore Eden, mais
Je me souviens d'un match en Hollande, ou un match amical avec l'équipe nationale, où Martinez avait fait un essai avec Dries Mertens en faux neuf. C'était une catastrophe. D'accord. Donc Eden est beaucoup plus productif quand il évolue un peu plus bas. Et puis c'est facile pour Ancelotti de dire non, c'est le remplaçant idéal de Benzema. Benzema, quand vous avez Benzema, il joue 98%. Il joue tous les matchs. Donc moi, à la place d'Eden, j'essaierai d'avoir une petite discussion avec mon entraîneur et jouer dans sa position habituelle. Il est 3e ou 4e choix à ce niveau-là, parce que le Real sort d'une saison absolument incroyable. Tout le monde le sait, avec Vinicius notamment. Donc voilà, mais Eden va devoir jouer aussi, parce que il fera partie du noyau, c'est normal. Mais Eden doit être dans le rythme aussi, comme tous les joueurs professionnels en fait. Bon, alors tout le monde demande, est-ce que Eden doit partir? Je pense que ce n'est même plus une question, parce qu'il n'a pas envie de partir. Ça, on l'a bien intégré. Il y a quand même une chose qui a changé ici récemment, depuis le début de la saison, c'est la perception qu'on a d'Eden Hazard, en tout cas dans ce qu'on peut lire dans la presse, dans ce que les suiveurs du Real Madrid disent de lui, dans la communication qu'il y a sur les réseaux sociaux de la part du Real, qui met très souvent en évidence Eden aux côtés de Vinicius, de Benzema. Tiens, qu'est-ce que vous pensez de ce trio-là? Au niveau de la com, il y a quelque chose qui se passe. Au niveau de la préparation d'Eden, on sait que c'était mieux et qu'il est mieux dans le rythme que les saisons précédentes. Est-ce que ça vous fait dire que le résultat pendant la saison peut être différent que ce qu'on a déjà connu? J'ai l'impression que oui, sa dernière opération lui a fait le plus grand bien. Oui. Je pense que psychologiquement, il est complètement libéré et physiquement aussi. Donc ça, c'est une bonne chose, pardon. Il y a eu une perte de temps là au niveau de cette opération. Lui, il voulait absolument qu'on enlève cette plaque au niveau de sa cheville. Le club ne voulait pas, donc voilà. Et les rares images que j'ai vues de lui au cours des 2-3 dernières semaines me font penser que ça pourrait être la saison d'Eden à ce niveau-là. On a vu des petits soupçons du Eden pré-blessure, en fait. Hein. C'est un petit peu ça. Ouais, c'est un peu ça, même si on ne retrouvera jamais l'Eden Hazard de sa période à Lille ou à Chelsea, parce que voilà, quand vous restez 3 saisons pratiquement sans jouer, vous pouvez avoir les plus grandes qualités au monde. Il faut le rythme, il faut les matchs, et ça malheureusement Eden ne l'a pas eu au cours des 3 dernières saisons. Arnaud nous pose une question sur Januzaj, qui n'a pas de club pour le moment. C'est terrible à cet âge-là, Denayer 27 ou 28 ans, Januzaj pareil, Pratt, c'est difficile pour ces joueurs-là. J'espère franchement qu'ils vont trouver un employeur rapidement, parce que quand vous arrêtez votre carrière à 34, 35, 36 ans, c'est déjà difficile. Si vous devez l'arrêter à 27 ans, c'est terrible ce qui leur arrive. Donc je leur souhaite de trouver un employeur le plus rapidement possible. Parce que les qualités, ils les ont. Maintenant, c'est peut-être que leurs ambitions salariales ou sportives ne rencontrent pas les réalités du marché aussi. Bien sûr, mais à ce niveau-là, quand vous êtes en demande, il faut pouvoir faire des efforts, que ce soit au niveau financier ou au niveau de l'ambition sportive. Mieux vaut jouer et gagner un peu moins sa vie que d'arrêter sa carrière à 27 ans, parce que là, la vraie vie, elle commence, et parfois, c'est assez difficile. Je pense que c'est un excellent mot de la fin, Philippe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir, merci à vous. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment tout revoir ici, là, directement. Et puis pour le reste, il y a évidemment le site rtbf.be/sport. Excellente semaine, Phil. Merci à vous aussi. Salut, ciao, ciao.